La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheur d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. Pour ce mois de décembre, Joanne Ibert, metteur en scène, découle l'amour et propose de nous questionner et de partager nos relations, somme toute intimes, plutôt que de laisser le voile de la pudeur dévorer la joie des nouvelles sexualités. Relations libres, ouvertes à, pan, trans, bisexuels, queer. Cette rencontre, modérée par Julien Thèves, rassemble Martin Page, auteur de l'essai Au-delà de la pénétration, aux éditions Le Nouvel Attila, Aline Laurent-Maillard, autrice du podcast Free From Desire ou Comment la sexualité m'a libérée, par le studio Paradiso Media, et Erika Nomeni, autrice et rappeuse qui défend les cultures queer, afro, hip-hop et minorisées. Bienvenue à cette conversation, en présence de Joanne Ibert, qui est l'artiste du mois, au mois de décembre à la Maison des Métallos, en présence d'Erika Nomeni, également Martin Page avec nous, et puis Aline Laurent-Maillard. Je vais parler un tout petit peu quand même de l'amour de nous-mêmes. Donc en fait, ta narratrice Aloé, elle écrit des mails à une personne qu'on ne connaît pas, et en fait cette personne Aloé fait beaucoup de rencontres amoureuses, de rencontres sexuelles. C'est pas toujours facile, et il y a pas mal d'enjeux à travers ces rencontres. Je voudrais aussi, je voudrais juste citer la quatrième de couverture pour en dire un peu plus. Aloé, femme noire en surpoids, queer et pauvre, n'a pas toujours manqué d'estime d'elle-même, mais à travers d'innombrables mots et gestes, elle s'est vue attribuer une place dont elle est censée se contenter. Loin d'accepter cette violence qu'il serait si simple de renvoyer, elle choisit d'aimer. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ton livre et de comment Aloé finalement explore aussi les sexualités et les romances, pour reprendre ton mot? Comment elle explore les sexualités? Plutôt sa sexualité, qui est une sexualité de la marge, de la déviance. Parce que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, le fait d'être une queer ou d'être une lesbienne, ce n'est pas dans la norme. Et le fait d'être une femme noire en plus, prolo, et en surpoids, grosse, ça t'éloigne un peu plus du marché de l'amour et du marché de la bonne meuf. La bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes. Ouais, de la meuf respectable. Et du coup, ce livre parle de ça. Et ce qui est important pour moi, c'est de... je pense que, comme beaucoup de personnes, des fois, je suis devant Netflix et je galère. Et j'avais besoin de voir, de représenter des personnes comme moi, en fait, tout simplement. Et même dans le paysage littéraire en France, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, il y a des autrices comme Bell Hooks qui ont écrit des livres comme À propos d'amour ou Ne suis-je pas une femme. C'est une autrice américaine, oui, qui est même décédée ou qui vit toujours? Non, elle est décédée. Ouais. Et plus récemment, il y a aussi Christine Murala qui a écrit La révolution romantique depuis les marges. Mais tous ces discours sur la sexualité, sur l'amour, en fait, c'est, en tout cas, vu de la marge, la minorité de la minorité, en fait, c'est très nouveau, quoi. Oui. Il y a une écrivaine qui a écrit un essai qui s'appelle Pourquoi l'amour fait mal. Donc l'amour est complexe, difficile et parfois douloureux. Mais ton personnage, Aloé, quel type de relation? Quelles sont finalement les personnes qu'elle rencontre au travers de ses expériences? Elle vit à Marseille, elle est entre Marseille et Paris, et elle rencontre différents types de personnes avec qui elle essaie de nouer des relations amoureuses. Et elle vit quand même... Finalement, elle pratique l'amour de manière assez intense. Pour moi, ce qui était important vraiment, c'était souvent, quand on parle de nous, des personnes comme moi, on parle de nous dans des essais. Et
pour moi, c'était vraiment... J'ai lu aussi des essais, hein, et je trouve ça très bien que les essais existent, mais des fois, j'ai l'impression qu'on parle de nous comme des rats de laboratoire. Et ce qui était important pour moi, c'était d'aller au-delà des chiffres, parce que les chiffres, c'est très abstrait pour une personne qui ne sait pas ce que c'est le racisme, qui ne sait pas ce que c'est le sexisme ou bien les LGBT-phobies. Et pour moi, c'était vraiment important de montrer en fait qu'on est humain comme tout le monde. On a des peines de cœur, on souffre, on a des problèmes avec nos familles, avec nos amis, avec nos relations amoureuses, et que en plus de ça, des fois, on peut subir des discriminations comme le racisme, le sexisme, la LGBT-phobie. Et du coup, pour moi, c'était vraiment important de ce processus d'humanisation et de parler aussi des silences. Et encore une petite question, et ça rend du coup difficile finalement les relations amoureuses. En fait, c'est cette agression, ces agressions de l'extérieur que tu as énumérées, ça rend peut-être plus difficile aussi de se retrouver à deux dans une bulle amoureuse, parce qu'on est traversé nous-mêmes par ces enjeux de racisme, de hiérarchie, de sexisme. Oui, parce que plus tu as de barrières, plus c'est difficile d'avoir accès à des choses. Et donc, plus tu as des barrières, plus tu galères. Et l'amour, en fait, beaucoup de choses sont politiques. Comme on dit, l'intime est politique. Mais en fait, j'essaie de bien le dire. L'amour, comme beaucoup de choses qu'on vit, c'est quelque chose de très social. Et qui tu aimes peut vouloir dire beaucoup de choses sur qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de laver, qu'est-ce que tu as envie de corriger. Donc tu vas sans doute en tant que femme, on va dire dans une féminité hégémonique, donc une femme qui a une bonne classe sociale, hétéro, tout ça, elle va sans doute privilégier un mec qui est sans doute au-dessus d'elle pour pouvoir s'élever socialement. Et tout ça, c'est construit. Et du coup, mon personnage, en fait, a souvent désiré des femmes blanches, parce que c'est aussi le modèle qu'on lui donnait. Parce que quand, par exemple, moi, je vois des films qui parlent de lesbiennes, c'est souvent des lesbiennes blanches, ou bien des lesbiennes blanches qui sont avec des noirs. Donc, je vois jamais... C'est tellement peu, c'est tellement rare. Même, je crois que j'en ai jamais vu. Juste un film, c'est un film américain, il y a très longtemps, où il y avait une relation entre deux personnes noires, deux femmes noires. Mais c'est tellement rare. Et du coup, il y a toutes ces images qu'on a, toutes ces constructions. Et il y a aussi la réalité qu'en fait, il n'y a pas juste on tombe amoureux comme ça, bam, le désir arrive, la sexualité. Il y a tellement de choses qui sont construites. Et ce que j'essayais de dire, c'était que oui, il y a des structures, et on barbote dedans. Et il y a aussi nos traumas avec lesquels on doit gérer. Et qu'on emporte avec soi et qu'on partage, enfin en tout cas qu'on met en jeu dans la relation. Martin Page, à propos de Au-delà de la pénétration, alors c'est aussi un livre moi qui m'avait pas mal inspiré à l'époque, je regarde mes fiches. En fait, Martin, tu as écrit ce livre en 2018. J'ai oublié de le dire, mais tu es aussi éditeur et tu avais créé une maison d'édition avec ta compagne Colline Pierret, une maison d'édition qui s'appelait Monstrographe, et au sein de laquelle tu as publié d'ailleurs plusieurs titres qui ont souvent à voir avec la sexualité, comme je crois Une éloge du lubrifiant, aussi peut-être un livre sur les sexualités des personnes handicapées. C'est un livre de Zig Blanquer, qui est un activiste... Andy, il est tétraplégique, et c'est un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Nos existences Andy, où il parle de sexualité, mais c'est pas le cœur du livre. Mais en tout cas, on avait pour dire, donc on a mis fin à la maison d'édition pour cause de burn-out et de choses comme ça. Mais par contre, il y a les titres qu'on n'a pas réussi. Certains titres sont ressortis chez les éditeurs classiques. Il y a par exemple le livre de Pauline Armange qui est ressorti, qui s'appelle Moi les hommes je les déteste. Donc c'est un livre, oui, donc qui a pas mal fait couler d'encre. Qui est sorti au Seuil. Il y a le livre de Lou Sarah Basic qui s'appelle Éloge poétique du lubrifiant qui est ressorti aussi là au Nouvel Attila. Et donc voilà. Et donc oui, les titres qu'on n'a pas réussi à revendre à des éditeurs, ils sont, dont le livre de Zig Blanquer malheureusement, sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site de Colline Pierret,
Donc c'est sous forme de PDF ou EPUB, donc n'hésitez pas à les prendre. Il y a aussi des collectifs d'artistes. On a fait des collectifs d'artistes qui s'appellent les artistes ont-ils vraiment besoin de manger, les artistes habitent-ils quelque part, etc. etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Pardon, je t'ai interrompu. Mais du coup, merci de ces précisions, d'avoir présenté un peu plus largement ton travail, qui n'est pas seulement un travail d'auteur, mais qui était aussi un travail d'éditeur. Ton livre phare, peut-être presque un succès de librairie, Au-delà de la pénétration, l'idée t'est venue comment? Je crois que c'était à un dîner où peut-être une femme t'avait dit, mais finalement, moi je pourrais très bien me passer de la pénétration. Comment est arrivé ce livre? C'était même avant ça. C'est un peu compliqué pour ça, de savoir pourquoi les idées viennent. Je sais plus, je crois que c'est Éric Chevier, l'anthropologue, qui disait on commence à penser quand on casse l'ambiance. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et alors moi, il y a plein de raisons personnelles et familiales qui font que la norme, je l'ai vécue comme douloureuse. Et donc je pense que tout de suite j'ai été là pour les personnes pour qui aussi cette norme était douloureuse. Donc ça passe par mes romans, par mes livres pour enfants. J'ai aussi écrit un livre sur la cause animale, sur le véganisme. Et donc là, la sexualité, c'était un peu pas obligé d'en parler, mais enfin c'est tellement important et c'est tellement partout. Et à la fois c'était tellement partout. J'ai commencé à écrire ce livre, je crois, en 2017. Et en même temps, il y avait beaucoup de tristesse pour moi, et parce que j'entendais des amis, des copines me dire qu'en fait, alors c'est un livre comme le titre peut l'indiquer, ça parle de la pénétration dans les rapports plutôt hétérosexuels, et donc j'avais plein d'amis qui me disaient que c'était pas forcément la pratique la plus qui leur procurait le plus de plaisir et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi il y a toujours cette honte? J'avais des copines qui essayaient à tout prix d'avoir un orgasme vaginal. Enfin, c'était il y a très très longtemps, c'était il y a 4-5 ans. C'est ça. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé depuis. Et en tout cas, voilà, il y avait ça. Et moi, c'est un livre personnel, c'est pas du tout un livre de philosophe ou de sociologue ou d'anthropologue ou d'universitaire. J'ai pas de compétences particulières autres que ma qualité d'écrivain. Et donc moi, ça m'a poussé à m'interroger sur mon rapport à la sexualité, sur ce fait que la pénétration est obligatoire. C'est pas un livre normatif, il ne s'agit pas de dire que c'est pas un livre contre la pénétration, évidemment. D'ailleurs, dans le livre, dans les témoignages, il y a une partie témoignage où il y a une meuf qui, elle, n'aime que la pénétration. Et, donc voilà, c'est pas du tout un livre pour dire que la pénétration n'est pas bien, mais c'est pour dire que pourquoi est-ce qu'on est, les hommes hétérosexuels se centrent exclusivement, quasiment sur ça, alors que pour une large partie des femmes, c'est pas exactement ce qui, dans la sexualité, peut leur apporter le plus de plaisir. Donc évidemment, il y a des raisons politiques là-dedans. Et j'interroge aussi, c'est un peu la deuxième partie du livre, aussi le fait pourquoi est-ce que la pénétration des hommes hétérosexuels est aussi peu... je pense qu'elle est assez peu courante, mais elle est même assez peu discutée. Ça change un peu. Et quand on en parle à des hommes hétérosexuels, c'est tout de suite... Ils sont très... il y a une anecdote d'ailleurs dans ton livre, tu parles avec un ami hétérosexuel, tu dis, est-ce que tu aimes la pénétration? Cet ami te dit, oui, bien sûr. Quelle question? Et tu dis, mais alors avec un doigt, avec quoi? Comment tu préfères? C'est là où tu vois les hommes hétérosexuels blêmir, en fait. C'est drôle, parce que c'est toujours ce truc où la sexualité, c'est censé être le domaine de la liberté, de la joie, du plaisir. Et tu te rends compte que pas du tout. C'est une phrase du livre, où je dis, si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Parce que pour le coup, si on parle de science, c'est la prostate, ça marche très bien. Mais malgré tout, les personnes qui auraient plus de plaisir par la pénétration sont très peu pénétrées. Donc il y a des lièvres dessous, il y a des choses, il y a des questions politiques. Et donc ce livre aborde en surface, évidemment, c'est pas du tout aborde ces questions-là à travers mon expérience, mon prisme, et donc il y a toute une partie ensuite de témoignages. Et tu as reçu beaucoup de témoignages, tu disais, de femmes, mais aussi d'hommes. Ouais, j'avais lancé un appel à témoignages, j'avais écrit une adresse sur ProtonMail que j'ai ensuite détruite pour garantir l'anonymat, mais il y a aussi des copains, des copines, écrivaines, artistes aussi qui témoignent, parce qu'il y a une partie témoignage à la fin du livre. Et il y a eu plein de témoignages, à la fois de femmes, d'hommes. Là, il a été adapté aussi au théâtre par un copain homosexuel aussi. C'est un truc auquel je ne m'attendais pas, que ça puisse parler à un pote homosexuel. Donc voilà, ça a généré plein de choses. Et surtout au départ, c'est une anecdote que je raconte souvent parce que je trouve qu'elle dit quelque chose de drôle et triste. Donc au départ, le livre, on le vendait via le site internet de notre micro-maison d'édition qui s'appelait Monstrographe. Et donc on voyait
ensuite, on a saturé, on coulait sous les demandes, donc on a arrêté la vente et on a donné le livre à une autre maison d'édition professionnelle. Et on voyait en fait la liste, le nom et l'adresse des gens qui passaient commande, adresse de facturation, et c'était des meufs, et adresse d'expédition. Et il y en a qui ont compris. Et c'était assez souvent envoyer des mecs. Et donc c'est drôle et c'est triste, quoi. C'est un message. Ouais. Alors ça reste, malheureusement, c'est un peu l'échec du livre. C'est un livre qui est quand même essentiellement acheté par des femmes. Moi, j'aurais aimé que des hommes le lisent. Mais ça aurait été un miracle, hein, parce que moi, j'ai aussi écrit un livre sur la masculinité. Toutes les personnes qui ont écrit des bouquins sur la masculinité, elles savent toutes, il n'y a que des meufs cachettes. Donc, si tu avais touché des hommes, on aurait eu besoin de ta recette magique, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ensuite, parfois, il y a des jolies exceptions, mais qui restent des exceptions. Il y a un papa, par exemple, qui a acheté plusieurs exemplaires du livre pour ses enfants adolescents. Tu as des jeunes hommes qui m'ont écrit pour me dire, tout d'un coup, ils ont trouvé... Il y a un mec qui m'a écrit pour me dire qu'il avait trouvé le livre sur la table de chevet de sa compagne, ça avait changé leur sexualité et tout ça. Et donc, il y a des petites histoires comme ça. Il y a un couple aussi de personnes âgées aussi qui sont venus me voir, parce que le monsieur avait eu un cancer de la prostate et il ne pouvait plus bander et tout ça. Donc, on a eu une super discussion et tout. Mais tu as des couples aussi qui l'ont lu au lit ensemble, mais c'est vrai que c'est toujours à côté de ça, moi tous les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est quand même 99% des femmes, et aussi pas mal de femmes qui disent j'ai essayé de le faire lire à mon copain mais il veut pas, ou alors il boude. Ça revient souvent aussi, les hommes hétérosexuels qui boudent parce qu'on veut parler de sexualité avec eux. Donc on en est toujours là. C'est pour ça ce qui me semblait intéressant, ce que disait Erika sur le pouvoir de la fiction. C'est pour ça que je trouve que ce que peuvent faire les romanciers, les romancières, ou les personnes qui écrivent des films, des séries, c'est super important. Alors ensuite, c'est sans doute toujours plus des femmes qui vont aller vers ce genre de contenu et tout ça, mais ça permet d'aborder ces questions-là de manière moins directe, c'est-à-dire, et ça touchera peut-être plus de monde que les essais. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur cette histoire d'hommes et de femmes Vas-y. Donc, ce qui est aussi hyper intéressant quand on s'intéresse à la sexualité, qui est donc une orientation sexuelle et qui a forcément un impact sur, après, les pratiques sexuelles. Hein. Bien évidemment, les personnes asexuelles... une fois qu'elles acceptent leur orientation sexuelle, ont souvent moins de pratiques. Avant, c'est parfois par envie de se prouver des choses. On a tendance à avoir des personnes asexuelles qui parfois sont très très sexuelles. Donc et puis c'est un petit peu aussi ton histoire aussi. Voilà, c'est un peu ce que je raconte, la difficulté dans mon podcast de comprendre en fait sa différence quand on a zéro modèle. J'étais très émue d'ailleurs, Erika, quand tu parlais, parce que en termes de visibilité dans les médias, moi je suis bien représentée, mais sexuellement je suis invisible, et donc il y a ce problème de pas avoir de modèle, et donc de pas avoir de mots, et donc de même pas réussir à comprendre ce qu'on ressent, de se dire d'imaginer qu'on est attiré sexuellement par des gens alors qu'on l'est pas, en se disant ça doit bien être ça, enfin il faut bien que j'ai une attraction sexuelle. Donc on commence à l'avoir à d'autres endroits, on se dit ça va venir, l'attraction sexuelle, le désir sexuel, on fait même pas la différence parce qu'on n'en sait rien, parce que personne ne fait la différence. Donc on commence à se dire ça, l'appétit vient en mangeant, etc. Ça peut engendrer des violences sexuelles. Enfin, les personnes asexuelles d'ailleurs sont le deuxième groupe le plus victime d'agressions sexuelles après les personnes trans, et de suicide aussi. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les communautés asexuelles, il y a beaucoup de femmes et de personnes non binaires, et très peu d'hommes. Et alors quand on voit les personnes qui en parlent publiquement, il y a encore moins d'hommes. Et moi, quand je vois les personnes, bien sûr, qui me suivent, et les personnes qui m'ont écrit suite à mon podcast Free Femme Desire, c'était essentiellement des femmes. Et en fait, on a toujours ce truc de la sexualité, c'est quelque chose de très viril, très normatif. Il y a une façon d'être sexuel quand on est un homme. C'est de là que vient la valeur. Et donc vraiment remettre en question cette naturalité de la sexualité masculine, et en tant qu'homme accepter le fait qu'on n'a pas cette puissance virile, c'est hyper compliqué. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Depuis 5 ans, on parle de plus en plus de sexualité, mais on parle de sexualité féminine massivement, un peu queer, même si on nous entend moins et que c'est plutôt une discussion qu'on a entre nous, mais masculine. Donc la sexualité masculine, hétérosexuelle ou pénétrative, c'est finalement une forme de royaume du silence en fait. Les choses se font, mais il n'y a pas de recherche, ni même de désir pour le coup d'élaboration par des mots.
c'est aussi peut-être quelque chose qui est propre. Il ne faut pas compter sur les dominants en fait pour discuter de leur domination. Je pense que c'est ça l'enjeu en fait. C'est comme il y a peu de blancs qui écrivent sur la blanchité par exemple. Oui, mais la différence c'est que être blanc, franchement, je vois pas quel inconvénient ça apporte. Enfin, tu vois, genre à la limite la masculinité, ça apporte être un homme. Je trouve que ça apporte quand même beaucoup d'inconvénients, ne serait-ce que le fait qu'on n'est pas amené à comprendre ses sentiments, tout ça. Être blanc, ça apporte vraiment aucun inconvénient. En revanche, être un mec qui parle pas de sa sexualité, qui baise mal, qui s'écoute pas, ça prive quand même de beaucoup de plaisir. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les mecs sont des dominants et donc ils vont pas remettre en question la sexualité, mais c'est quand même bien dommage pour eux parce que du coup, ils ont du mauvais sexe, quoi. Oui, mais le pouvoir est plus important que le mauvais sexe, je pense, tu vois. Le sexe est une question de pouvoir. En tout cas pour les hommes. Je pense à ton podcast, donc Free From Desire. On pourrait peut-être parler un petit peu aussi de ton parcours. Comment tu en es arrivé à réaliser que tu étais asexuel. C'est un mot aussi que tu as découvert. Tu dis c'est le mot qui sauve, c'est ça. C'est tout d'un coup finalement c'est identitaire. C'est quelque chose qui te ressemble. Ah ouais, c'est un mot qui est très 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 puissant. Dans le podcast, déjà, donc moi je raconte mon adolescence, le sentiment d'incompréhension, d'être constamment en retard, mais en retard de quoi, d'être décalé, de pas comprendre ce que les autres ressentent, même du coup tout ce qui est sexuel m'intéresse moins. Donc les gens de discussion, moi je m'endors pendant les discussions, je ne retiens rien, je ne comprends rien, on se moque de moi. Et puis après, sous la pression sociale, les violences que je me suis sexuelles que je me suis infligées en fait, en se disant si cette personne insiste, elle doit voir quelque chose que je ne vois pas, donc je vais y aller, il faut bien le faire. Sinon, comment je peux être une féministe si je suis pas une femme libérée qui couche de tous les côtés. Donc, je parle un petit peu de ça, et puis je parle aussi d'autres phénomènes. Et c'est vrai que quand je découvre le mot asexuel, grâce à des militants et militantes qui ont fait un travail auprès des médias, tout de suite, en fait, il y a un véritable soulagement, en fait, de comprendre que je ne suis pas cassée. Et ça, c'est un mot qui revient tout le temps dans les communautés asexuelles, qu'on a notamment entendu dans l'épisode de Sex Education, qui a énormément... il y a eu un épisode sur ce sujet, et cet épisode, il est magnifique. Et voilà, le sentiment de ne pas être cassée et d'avoir aussi sa place. Pour autant, ça a pris longtemps après pour que je l'accepte. Parce que, notamment, et c'est aussi quelque chose dont je parle un peu dans mon prochain livre, on a toujours l'idée qu'un couple, le couple, c'est la source de bonheur. On ne peut pas être épanoui si on n'est pas en couple. Et pour être en couple, il faut avoir des rapports sexuels. Normatifs, pénétratifs, etc. etc. Du coup, c'est très, très enfermant. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et du coup, il y a cette idée, en fait, que moi j'ai eue et que plein de personnes ont eu, de dire, mais non, je ne peux pas être asexuel. Parce que sinon, ça veut dire que je ne serai pas en couple et donc je serai malheureuse toute ma vie. En réalité, et je rejoins du coup complètement Martin sur ce point, j'ai la chance de parler à beaucoup de personnes asexuelles qui ont des relations de couple. Et il y en a notamment qui parlent de leur sexualité dans mon podcast. Il y a un épisode entièrement dédié aux pratiques sexuelles, qui ont trouvé avec leur partenaire des façons sexuelles ou non sexuelles d'avoir de l'intimité. Et ça peut être... Tu distingues l'intimité de la sexualité. Mais évidemment. Finalement, une personne asexuel peut être à vivre une histoire d'amour, même vivre sous le même toit et même partager son corps avec l'autre. Mais l'intimité, elle peut être corporelle, mais aussi, elle peut aussi très bien ne pas être corporelle. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit, pour moi, l'intimité, ce qui fait la différence entre mon partenaire et une autre personne, ça va être les rituels et la tendresse qu'on va avoir au petit déjeuner. Ou ce genre de choses. Et puis après, il y a toute la tendresse, toute l'intimité aussi qu'on peut avoir physique qui n'est pas sexuelle. Et il y a plein d'autres types d'attractions que sexuelles ou romantiques. Il y a plein d'autres types d'intimité que sexuelles ou romantiques. Moi, par exemple, j'en parle dans mon podcast, j'en parle dans mon livre, j'ai été dans des relations où j'ai été attirée physiquement par des hommes. On a été nus au lit, à passer le week-end ensemble, mais pour moi, ça n'avait rien de sexuel. C'était juste une intimité de corps qui se touche, d'odeur, de proximité, de plaisir de glander au lit pendant un week-end suspendu.
vue. Et donc tout ça, ça n'est pas nécessairement sexuel. Et d'ailleurs, un autre truc qui est marrant et que les gens ne comprennent pas trop, c'est les personnes asexuelles se masturbent. Et très souvent, elles disent c'est juste mécanique, c'est juste ça permet de relâcher la tension. Il y a des personnes asexuelles qui sont dans les cercles kink, BDSM, etc. Parce que pour ces personnes-là, c'est pas non plus sexuel. C'est une question de pouvoir, de relâcher la pression, de tout plein de choses. Et en fait, je trouve que ce qui est super intéressant en parlant d'asexualité, c'est que ça permet de en fait, notre siècle, et surtout le siècle précédent, a mis du sexe partout. Merci Freud. Et en réalité, il y a beaucoup moins de sexe que ça. Je pense quand même de plus en plus de personnes qui sont d'accord qu'à chaque fois que Freud met du sexe sur des trucs, souvent c'est faux, ça n'a rien à voir avec. Il a dit que le bébé était un pervers polymorphe, donc effectivement. Voilà, je pense que c'est de plus en plus acquis. En tout cas, c'est acquis dans pratiquement tous les pays, sauf la France et genre l'Argentine, que Freud c'est un peu n'importe quoi. C'est juste un obsédé sexuel qui nous a balancé des théories un peu fumeuses de tous les côtés. Et c'est vrai pour plein d'autres choses, de même que des trucs pour une chaudière, contrairement à ce que nous disent les publicités, c'est pas sexy. Une voiture, c'est pas sexy. Voilà, il y a tout plein de choses qui ne sont pas sexuelles et qui ne sont pas sexy en fait, et qui sont. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, parce que quand on enlève le sexe de l'équation et qu'on se demande réellement ce qui attire les gens, ça permet de créer, d'avoir des relations entre adultes et enfants, par exemple, qui soient sereines. On peut remettre des relations de mentorat, par exemple, entre un professeur et un élève, juste il y a plein de choses en fait qu'on s'interdit parce qu'on pense que c'est sexuel alors que c'est pas forcément sexuel. C'est hyper intéressant, comme si effectivement on essayait quand même d'enlever un petit peu la charge sexuelle qui imprègne la société à plein d'endroits. Mais toi tu milites aussi pour le retour aussi de l'amitié, comme Geoffroy de la Gannerie, tu évoques aussi cette façon de faire circuler l'amour sous d'autres formes. Et puis en parlant d'amitié, effectivement, donc mon livre post-romantique s'intéresse plutôt à tout ce qui est romantique. Le sous-titre c'est comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société. Et donc dedans j'explore effectivement d'autres façons de vivre et d'aimer. Et donc à travers la famille, les amitiés, la solitude même quand elle est choisie, elle peut être belle. Mais si on revient à tout ce qui est plutôt sexualité et intimité, corps, etc., on peut aussi effectivement, je trouve ça hyper triste la façon dont on touche peu ses amis en fait. Et je me rappelle, je suis retombée dessus tout à l'heure, une photo avec un de mes meilleurs potes cet été, et ma sœur nous disait faites-vous un câlin pour la photo, et on était hyper gênés. Et c'est genre une de mes personnes que j'aime le plus au monde, et à qui je donne mon enfant, qui s'occupe de mon enfant énormément, à qui je fais toute confiance, et on savait pas se faire de câlin. On savait pas se faire juste une pause pour une photo, et ça dit quand même beaucoup de notre rapport à notre corps en fait. C'est aussi pour ça, je pense qu'on investit énormément le couple, c'est qu'on n'a plus. Moi, on m'a dit souvent, mais comment tu fais si t'es pas en couple? C'est ce que j'ai choisi de ne pas être en couple. Comment tu fais en couple? Est-ce que ça te manque pas d'être touché? Alors bon, déjà je suis touchée quand même par quelques personnes, notamment ma sœur quand on se fait des câlins, et là en ce moment mon enfant, vraiment je redoute le moment où ça va s'arrêter. Faire famille aussi en étant sœur. Voilà, donc effectivement mon enfant de 2 ans me touche beaucoup, trop, parfois j'aimerais bien juste qu'on ait un peu plus d'espace, mais même en dehors de ça, en fait on pourrait trouver une corporalité, on pourrait trouver un toucher autrement que par le sexe en fait, tout simplement. En tout cas il y a tout un prisme de façon pour ressentir ses émotions, pour partager de l'amour. Et je pense aussi à ta pièce, Joanie, finalement dans ta pièce il y a aussi tout un prisme de personnages. Il y a notamment un personnage qui est un petit peu asexuel en fait, qui est dans un club libertin, qui a une sexualité, mais c'est comme si finalement il se rendait compte qu'il n'avait pas forcément envie de faire ce qui était peut-être attendu de lui, ou ce qu'on avait projeté sur lui en tant que fantasme. Je crois que c'est un homme aussi arabe. Oui, il s'appelle Zayn dans le spectacle, et en effet il se retrouve dans un club libertin où on a vu d'autres personnages avant, et en fait il se force à aller dans ce club et à prendre de la drogue pour s'exciter, et en fait il ne comprend pas pourquoi il n'a pas d'excitation, et donc ça passe à un moment par la drogue, et ensuite on le retrouve un peu plus tard comme s'il répondait à un podcast, en effet en train de dire j'ai compris plus tard en fait que peut-être j'étais asexuel, et qu'en fait le rapport au désir, le rapport à la pénétration, ce que vous dites, tout ça en effet ne lui correspond pas. Donc pour resituer un petit peu en fait ce spectacle,
donc parle d'amour, de désir, de sentiments, de sexualité, de liberté, à travers une galerie de personnages qui sont des personnages de fiction, mais on s'est nourri de rencontres avec l'auteur, de rencontres on va dire de vraies personnes, de témoignages, parce que en fait je voulais traiter ce sujet-là. Pour moi c'était un sujet complexe, fragile, un peu avec des murs, quoi. À chaque fois, je me disais, on voudrait parler de tel sujet, mais c'est évidemment très complexe. Et donc, j'avais besoin pour la première fois, parce que je ne l'avais jamais fait encore dans les spectacles précédents, comme je viens pas du tout du théâtre documentaire, et que c'est pas du tout cette chose-là qui pour l'instant, qui m'anime. Voilà, je l'avais pas fait. Et là, j'avais vraiment besoin de le faire parce qu'il y a des choses qui étaient en moi, que j'avais envie de raconter, pas forcément ma propre histoire, mais en tout cas des choses qui m'ont traversé, des rencontres que j'ai eues, voilà. Et puis il y avait des façons d'aimer, des façons de désirer, et des sexualités que je connaissais pas suffisamment. Et même si les lectures de philosophes, de sociologues, les podcasts pouvaient nous nourrir énormément, on a eu 2 ans comme ça de préparation intensive, on va dire, avant d'écrire le projet. Je sentais que j'avais besoin de ces rencontres. Et donc... ouais, on a rencontré une 15aine de personnes qui nous ont qui ont accepté anonymement de nous raconter pendant des fois des heures comment ils voyaient l'amour, comment ils voyaient les sentiments. Et c'était assez passionnant. Et pour celles et ceux qui étaient là, peut-être jeudi dernier, on a fait un petit bord plateau après. J'ai raconté, je crois que je l'ai pas dit très souvent, mais c'est vrai que quand j'ai fini tous ces entretiens, il y a un moment, je me suis dit, jamais le théâtre ne pourra être aussi fort que les rencontres là que je viens de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, la réalité, comment je dirais, la sensibilité que j'avais eue, le véritable échange avec ces personnes était tellement fort que j'avais envie de faire un spectacle sur chaque parcours, en fait, sur chaque personne. Et donc, il a fallu que je prenne un peu de recul pour me dire, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de tout ça ? On savait qu'on ne voulait pas prendre chaque histoire pour en faire une séquence, qu'on ne voulait pas intégrer ces personnes exactement dans le spectacle. C'était pas ça l'idée à ce moment-là. Mais c'était peut-être et on avait été d'ailleurs très clair avec les différentes personnes, mais c'était de se nourrir de certains petits détails, de certains petits points, de sensations qu'on avait eues, d'émotions, de comprendre l'autre, en fait. C'était ça le véritable enjeu pour moi. Et ça a été assez fort. Et donc, on a pris comme ça quelques petites choses. Et une chose est revenue assez souvent, c'était la question de la légitimité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes nous disaient, soit à la fin, soit pendant, et quelquefois dès le début, nous disaient, mais en fait, vous êtes qui pour faire ça ? Est-ce que vous êtes légitime ? D'où vous parlez ? Enfin, toutes ces questions-là que je comprenais très bien. Donc évidemment, on expliquait sur pourquoi on voulait faire ce projet, d'où on parle, pourquoi on ne raconte pas notre propre histoire, mais des histoires de fiction. Et c'est comme ça qu'aussi s'est nourri dans le spectacle aussi cette envie à un moment de faire une mise en abîme avec cette question-là pour celles et ceux qui ont vu le spectacle ou qui le verront. Un personnage le dit à un moment donné dans le spectacle, mais en fait, tu prends des histoires des autres et en quoi tu es légitime, et il y est répondu dans le spectacle. C'est moi qui réponds directement, oui. Je suis en régie en fait et je réponds en direct. Tout à fait, je suis content. Ouais. Et donc effectivement, mais la nouvelle ronde, ça porte bien son nom parce qu'il y a justement ce panel, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas il y a une sorte de quelque chose de très chatoyant. Il y a des personnes effectivement bisexuelles, il y a des personnes SM, il y a une personne en fin de vie, et la sexualité est toujours présente dans la dramaturgie finalement. Il y a une personne trans aussi. Oui, en fait, toute la fragilité, c'était le catalogue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler... c'est la ronde en même temps. C'est le principe de la ronde d'Arthur Schnitzler, c'est sûr. On avait en gros 12 personnages qu'on pouvait complètement réinventer puisqu'on voulait garder la même structure. Donc pour celles qui ne connaissent pas cette ronde, c'est personnage A, personnage B. Ils se rencontrent. Ils ont une relation sexuelle qu'on ne voit pas dans la pièce qui est marquée par 3 petits points et on a le avant et le après. Et ensuite le personnage B, on le suit, il va voir un autre personnage C, et pareil il a une relation sexuelle, etc., etc. Et le dernier rencontre le premier. Donc chaque personnage a 2 rencontres.
Mais quand je dis rencontre, c'est souvent des personnes qu'il ou elle connaissent, ou voilà. Et donc c'est une pièce très très hétérocentrée, assez ancienne, avec le rôle du comment je dirais, de l'homme toujours à peu près au même endroit, et toujours de personnage féminin qui dit mais non, mais si, mais non, mais si, mais vous croyez, mais non, mais allez, tant pis, ok, on y va. Bon voilà, que ce soit une bourgeoise, une bonne, ou enfin voilà, c'était toujours à peu près le même schéma. Et donc on avait envie de s'amuser avec tout ça, de recréer des personnages et de recréer des situations, avec effectivement en se disant bon, on va forcément nous dire qu'on joue au catalogue, quoi, et de toute façon on ne pourra pas mettre toutes les identités, toutes les personnes qu'on aimerait mettre dans cette ronde. On va faire des choix sur ce qui nous semble, nous, peut-être le plus juste au moment où on a écrit cette pièce et où on l'a imaginée. Et puis, on va prendre des jeunes actrices et acteurs avec qui je voulais travailler, qui vont aussi re-questionner pourquoi ces personnages, comment ils sont montrés. Voilà, il s'est trouvé qu'effectivement, dans les rencontres, parce qu'ils sont comédiens et marionnettistes pour ce projet, il y avait un acteur trans que j'ai trouvé vraiment formidable dans le travail de découverte de la marionnette, etc. Et par exemple, Georges nous a beaucoup aidé à écrire finalement les personnages trans, comment ils étaient représentés sur scène, comment on parlait d'eux, de quoi ils parlaient, y compris pour des personnes racisées, y compris pour des personnes homosexuelles, y compris pour des personnes en couple depuis très longtemps, par exemple, ou des gens qui découvrent la sexualité. Donc, comment je dirais ? Évidemment, notre spectacle, je pense, j'en suis conscient, il ne peut pas, en fait, prendre dans les bras toutes les personnes. Et si quelqu'un vient voir le spectacle, par exemple, il y a une scène, effectivement, une sorte de décalage autour du BDSM, pourrait dire je ne me reconnais pas dans cette pratique-là, je ne le pratique pas comme ça. Mais en fait, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire, et moi c'est ce que je trouve très fort dans l'amour, c'est qu'il y a mille formes d'amour, et qu'en fait on ne peut pas nous ranger dans des étiquettes. C'est pas possible. Moi, je finirai peut-être avec ça, mais la question que je me pose beaucoup, c'est que pour qu'il y ait affirmation d'identité, moi qui suis plutôt dans le domaine queer, en fait, ça passe par se nommer. Quand tu disais tout à l'heure, par exemple, je suis asexuel et je me rends compte, je sais plus comment tu as dit, que j'étais pas cassé, ou tu vois, qu'il n'y avait pas quelque chose de cassé en moi. Effectivement, on peut comment je dirais, c'est comme si ça venait nous rassurer intérieurement, de se dire je suis scoliosexuel, je suis aromantique, je suis... Enfin voilà, on a besoin de ça. Et à la fois, ça nous range de nouveau dans une case. Mais cette case est aussi une lutte. Parce que c'est refaire micro-société, refaire, comment je dirais, se réapproprier quelque chose. Mais je questionne quand même cette chose-là. Dans notre société actuelle, j'ai l'impression qu'elle peut aussi, au bout d'un moment, au-delà de la lutte nécessaire, peut-être réenfermer quelque chose qu'on ne voudrait pas enfermer. Alors, ce qui est hyper intéressant avec la sexualité et le romantisme, c'est que, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure quand on parlait du mot, ce sont deux mots qui ont été conceptualisés dans leur sens actuel au début des années 2000. Il se trouve qu'il y a plusieurs personnes à ce moment où Google est arrivé qui se sont dit « je suis pas homosexuel, je suis pas hétérosexuel, du coup je dois être asexuel ». Et donc, partout dans le monde, il y a des personnes qui se sont dit « j'imagine que je suis asexuel ». Jamais entendu le mot, mais c'est le mot qui leur est venu naturellement. Et ainsi qu'ils se sont trouvés, à l'époque, il n'y avait même pas de... Enfin, c'est juste des gens qui écrivaient, qui trouvaient un article et qui répondaient en commentaire. Et à partir de là, qu'on créait des forums. Et c'est comme ça, en fait, que cette orientation sexuelle, entre guillemets, est née, ou plutôt qu'elle s'est organisée. Et donc, on voit la puissance du mot. C'est le mot qui a permis à tous ces gens de se réunir, de discuter, de se comprendre, du coup, d'échanger plein de témoignages et de réussir à créer, vous voyez, la définition que je vous ai donnée, peu ou pas d'attraction sexuelle, ça a été créé par cette communauté, du coup, il y a 23 ans. Enfin, c'est dans les 23 dernières années que ça s'est fait. Et c'est ça qui, après, a permis de nommer, du coup, d'intéresser, d'en parler dans les médias, du coup, que ça arrive jusqu'à moi, et jusqu'à plein d'autres personnes, qui a permis d'éviter de nombreux suicides, de nombreuses violences sexuelles,
énormément de trucs, genre littéralement c'est un mot qui a sauvé des vies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est entre guillemets la dernière communauté qui s'est créée. Et donc les personnes ont vu qui ont fait ça, qui étaient souvent dans la communauté déjà queer, même si on n'utilisait pas trop le terme queer à l'époque, ont vu en fait les limites des autres communautés. Et donc on a vraiment une approche qui est assez différente. Et notamment une personne que j'adore qui s'appelle Angela Chen, qui me disait, pour elle, la sexualité, c'est pas une étiquette, c'est pas une case, c'est un outil. Et en fait, du coup, dans la communauté asexuelle, il y a beaucoup plus cette idée que les identités, les orientations sexuelles, c'est beaucoup plus fluide que ce qu'on dit. Hein. On peut évoluer selon notre compréhension de nous-mêmes, selon les concepts, selon plein de choses. En fait, selon les rencontres, on peut passer d'une étiquette à une autre. Alors, c'est pas de dire que si quelqu'un nous demande, on va changer. C'est pas du tout ça, mais de dire qu'on a une fluidité et qu'on n'est pas coincé dans cette boîte et qu'on est beaucoup plus que notre identité sexuelle, mais néanmoins que c'est un outil, qu'il faut le voir vraiment comme quelque chose qui nous apporte quelque chose et plus que comme une case qui nous enfermerait, quoi. Toutes les identités devraient pouvoir être comme ça, si possible, si elles pouvaient être fluides mais voilà. Je dis ça, c'est pas du tout comme ça qu'a accueilli la sexualité, parce que moi je vois quand les gens me parlent constamment, les gens pensent tout savoir sur la sexualité et qu'il y a un seul type de personne asexuelle, et quand je lui dis non, en fait, il y a autant de définitions, de pratiques sexuelles qu'il y a de personnes. Les personnes ont toujours un petit peu de mal à comprendre ça quand même. Erika, toi, dans ton livre aussi, il y a un lexique à la fin de ton livre. Donc, il y a aussi pas mal de questions identitaires ou de définitions. En tout cas, il y a des mots, par exemple, que peut-être les lecteurs, les lectrices ne connaissent pas. Il y a par exemple le mot black love. Il y a le mot sex bye-bye, hein, qu'on peut comprendre. Peut-être le rapport sexuel d'adieu ou de revoir. Et la notion de black love, par exemple, elle est importante pour ton héroïne ou pour des personnes afrodescendantes. Comment tu pourrais la définir, peut-être nous la partager? Oui, et je voulais dire que j'étais d'accord aussi avec Aline. Dans le livre aussi, je parle d'un mot c'est amimour. Donc c'est une contraction entre amitié et amour. Deux personnages de mon livre parlent de leur relation et du fait que c'est dommage qu'il n'y ait qu'un mot pour définir l'amour, alors qu'il y a des multitudes de façons de s'aimer et de sexualité aussi. Et du coup, le personnage crée un mot qui s'appelle amimour, et pour moi, ce mot existe vraiment, parce que pour le coup, j'ai vraiment un amimour aussi. Et dans la communauté LGBTQIA+, en fait... souvent quand on fait nos coming out, en fait, c'est pas facile avec la famille. Voilà, j'ai une sœur hétéro que j'adore, mais bon, voilà, on n'a pas du tout la même vie. Tu parles des hétéras d'ailleurs dans ton livre. Ouais, les hétéras. Du coup, le fait de se définir, de trouver les mots pour expliquer aussi qui on est, et pourquoi on est comme ça, et où est-ce qu'on va. Et du coup, comment on fait famille aussi. Parce que quand on est dans nos espaces, souvent l'ex de ton ex, tu vois, bon bref, et vous voyez. Et du coup, c'est important en fait, on n'est pas comme les hétéros. Genre, si notre relation finit, on va pas aller dans un bar au coin de la rue rencontrer d'autres hétéros. On va aller dans le même bar où on va rencontrer nos ex qui sortent avec notre ex. Et du coup, c'est important d'être amis avec aussi, de créer de nouvelles types de relations et d'amour. Et du coup, pour nous, c'était vraiment important de mettre ce mot-là, en tout cas de parler de ça pour moi dans le livre, amimour, parce que voilà. Et du coup, c'est pour ça que dans le texte, il y a beaucoup de mots, mais aussi des mots du langage courant, parce que j'utilise aussi beaucoup de verlan. Je parle de chouin, je parle de michto, je parle de beaucoup de choses, et du coup. Ouais. Le mot que tu voulais que je définisse, le black love, en fait, dans une société comme la nôtre, en fait, souvent quand vous regardez des pubs, en fait, quand il y a des pubs et qu'il y a des personnes noires, c'est des personnes noires qui sont très claires de peau. Et souvent, en fait, c'est des personnes noires qui sont avec des personnes blanches. Ou même des personnes asiatiques. En fait, il y a cette idée que pour s'élever, il faut forcément être avec un blanc. Et en fait... Pour les personnes noires, c'est encore plus particulier parce que le noir a été créé, parce que
c'est des choses qui ont été aussi créées. La race a été créée, ça n'existe pas en soi, on est d'accord. Même si la race sociale existe, parce qu'en fait, il y a des discriminations, il y a du racisme, tout ça. Et en fait, c'était créé en opposition aux Blancs. Et en fait, dans une société comme la nôtre, la société occidentale, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, en fait, deux Noirs ensemble, dans l'idéologie occidentale, c'est pas très bon. Ça veut donc dire qu'en fait, on n'a pas besoin de blanc, quoi. C'est fou. Et du coup, en fait, parler de Black Love dans la culture afrodescendante, afropéenne ou africaine, pas africaine parce que dans le continent, puisque moi je suis née en Afrique, je suis née au Cameroun, en fait c'est en France que j'ai découvert que j'étais noire quand j'étais très jeune, quand j'étais à l'école et qu'on me disait sale noire ou blédarde, je ne savais pas ce que ça voulait dire blédarde. Et en fait, deux noirs ensemble, comme j'ai dit, on voit pas ça souvent. Et le Black Love, c'est de dire en fait, il faut qu'on s'aime. Du coup, d'où l'amour de nous-mêmes. Il faut qu'on s'aime. Et du coup, ce que je dis, c'est que le Black Love, ce n'est pas juste d'être dans une relation avec des personnes noires, mais c'est aussi de s'aimer soi-même et de se donner du temps, parce que même si j'aimerais aussi rencontrer des personnes noires et d'être dans des relations amoureuses avec des personnes noires, en vérité, je suis dans un pays occidental et il y a très peu de personnes noires, et de manière assez logique, j'aurais plus de chances d'être avec une personne blanche qu'avec une personne noire. Et du coup, ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas dans le Black Love, et que c'est important de se dire que le Black Love, c'est aussi une question de kairos, pas un temps chronologique, mais un temps propre qu'on se donne à soi, et le temps de s'aimer, de se réparer, et surtout d'être bienveillant, indulgent envers soi, parce que des fois on se met aussi beaucoup la pression. Ça fait penser aussi à l'homophobie intériorisée que peuvent aussi vivre certains homosexuels. Donc ça, je sais pas, ça m'évoque ça. Et ça me fait penser aussi à une citation de ton livre, du coup, Martin, que j'avais noté. Des personnes se pensent progressistes et libérées, mais dans leur sexualité sont grossophobes, par exemple, ou adeptes de rejet raciste, ou agistes, comme si le racisme ou la grossophobie devenait acceptable du moment que ça concerne la sexualité. Sur les sites gays, par exemple, on lit parfois, je sais pas, ou pas d'asiatique, ou pas plus de 25 ans, ce genre de choses. Donc il y a quand même des questions de hiérarchie et de valorisation qui reviennent un peu pénétrer, sans jeu de mots, la sexualité des personnes. Et toi qui as écrit Au-delà de la pénétration, comment ça intervient aussi peut-être dans ton couple, parce que toi tu es en couple, on pourrait dire hétérosexuel, tu as un enfant. Est-ce que c'est une pensée finalement qui change la vie quotidienne et qui change les rapports humains que tu peux avoir avec ta compagne Colline? Alors, avant de ne pas répondre à ta question, je vais dire un petit truc. Non, c'était juste pour parler. J'adore le travail d'Aline et tout ça, mais je voulais aussi mentionner une autre personne qui a écrit sur la sexualité, qui s'appelle Mélanie Fazi. Et je ne sais pas si tu connais. C'est la seule, je crois, à part moi, à avoir écrit dessus en France. Et je vous conseille son travail. Elle a écrit un livre génial qui s'appelle Nous qui n'existons pas. Et c'est une autrice aussi de SF par ailleurs, et elle a un TSA, un trouble de l'attention, autistique. Elle est autiste et elle a écrit aussi sur le sujet. Et je vous invite vraiment à lire son travail c'est vraiment très très intéressant. Et mais d'ailleurs, si je peux du coup rebondir sur ce que tu es en train de dire sur Mélanie Fazi, ce qui est hyper intéressant quand on regarde dans la communauté asexuelle, donc des gens qui répondent à des sondages, donc c'est forcément un groupe plus petit que l'entièreté des personnes asexuelles. Il y a énormément de personnes qui sont sur le spectre autistique, qui sont neuroatypiques en règle générale, et en fait, d'ailleurs très souvent on a des personnes qui sont asexuelles, aromantiques et non binaires. C'est vraiment un scénario je représente, et il y a beaucoup ça, et ce que ça prouve, c'est que ce sont parmi les personnes qui ont le plus de mal à comprendre et à vivre les normes qu'on retrouve cette capacité le plus d'être asexuel et aromantique, etc. Et moi, dans mon entourage, je connais énormément de personnes qui sont asexuelles, qui étaient déjà là dans ma vie, et en écoutant mon travail, qui ont réalisé qu'elles étaient sur le spectre asexuel, et qui sont aussi toutes pratiquement neuroatypiques. Et en fait, ça montre vraiment que le fait de se libérer des normes, ou d'être naturellement, entre guillemets, pour des raisons neurologiques, libéré des normes, ça permet de voir sa sexualité autrement. Voilà, c'est la petite parenthèse normes et sexualité. Ouais, non, c'est très juste. Ouais. Non, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ta question parce que ça engage ma compagne et tout ça, donc je ne vais pas parler de ma vie. Mais sinon, oui, on a un couple, en tout cas, c'est une relation très, très riche, parce qu'on a un couple
amoureux, d'amis et d'artistes, et on se soutient l'un l'autre et tout ça. Donc c'est une très belle relation, quoi, très, très forte. C'est génial. Super. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments, des aspects qu'on n'aurait pas abordés, vous auriez envie de commenter par rapport à vos travaux, ou des choses que vous êtes, sur lesquelles vous êtes en train de penser en ce moment, qui vont donner lieu à d'autres ouvrages, par exemple, ou d'autres interventions? Peut-être juste un tout petit mot pour dire que on a de la chance d'être à une période où il y a des nouvelles maisons d'édition qui naissent, ou qui sont nées il y a quelques années. Hors d'atteinte, par exemple. On parlait aussi d'édition d'Aaron, où a publié d'ailleurs Colline un livre que je conseille qui s'appelle Éloge des fins heureuses, une défense féministe des fins heureuses, et l'édition d'Aaron, l'édition Hors d'atteinte, Binge Audio aussi qui maintenant fait de l'édition, La Déferlante aussi qui se met à faire de l'édition, et c'est génial parce que c'est en fait c'est très nouveau. Et pour tous ces sujets-là, en fait, ils n'ont pas été portés par des maisons d'édition classiques et mainstream. Alors ensuite, elles sont revenues parce qu'elles ont vu qu'il y avait aussi, à la fois parce que ça les intéressait, parce qu'il y a des jeunes éditeurs là-bas qui sont intéressés par ça, mais aussi parce qu'il y a aussi un aspect commercial qui les intéresse. Donc il faut dire que ça vient de la marge des petites maisons d'édition indépendantes, en fait, tout ça, et que c'est super important parce que, en fait, avant, c'était, moi, je pense beaucoup aux personnes qui avaient des pensées en fait qui n'étaient pas dans la norme, qui étaient non-binaires, neuroatypiques, qui avaient des pensées par rapport à la sexualité qui sont pas dans la norme et qui n'avaient pas d'endroit, de place pour exprimer ça, pour publier des romans, des essais, et toutes les portes étaient fermées en fait pendant des décennies et décennies. On avait une littérature française, et sans doute pas que française, super conventionnelle, super normative. Et donc c'est chouette, et si vous pouvez créer des nouvelles maisons d'édition, c'est très compliqué, hein. Je vois à quel point c'est compliqué, mais donc je voulais dire super, bravo et merci à ces petites maisons d'édition. Et je rebondis sur toi parce que moi j'ai essayé de vendre, donc je suis journaliste, j'ai essayé de vendre des articles sur la sexualité et pratiquement personne n'acceptait mes sujets, souvent en prétextant des trucs qui étaient complètement lunaires, genre je faisais un article sur les violences sexuelles faites aux personnes asexuelles et on me disait, Mediapart me disait, c'est trop magazine. Je suis là genre, mais vous faites un papier sur chaque minorité toutes les semaines, les violences sexuelles chez blabla, et nous on est magazine. Donc ça a été assez difficile de se prendre rejet sur rejet, et c'est du coup un studio de podcast qui a accepté, qui m'a aidé à faire grandir ce projet Freeform Desire, qui après a été repris surprise dans tous les magazines jusqu'à faire la une de Télérama. Et donc merci aussi au podcast. Il y a vraiment énormément de choses en termes de sexualité sur le podcast, dans le format podcast. Et encore une fois, voilà, c'est des petits studios, voilà, on a besoin de toutes ces personnes qui croient et qui gagnent pas beaucoup d'argent pour faire ça. Et toi, Erika, c'est aussi à travers le rap, c'est ça que tu t'exprimes ou... En fait, je reviens. Merci d'avoir mentionné ma maison d'édition Hors d'atteinte. Et je suis d'accord avec vous, c'est important. Et moi, je viens du rap, donc j'ai commencé à écrire j'ai commencé à faire de la musique, en fait, du beatmaking. Après, je me suis mis à rapper, à écrire, du coup. Et en fait, j'avais jamais imaginé écrire un livre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais déjà, et un jour, à Marseille, il m'arrivait quelque chose de négrophobe, et j'ai écrit un texte qui s'appelle Négrophobie, négrophilie, même péripéties. Et mon éditrice, Marie Herman, elle tombe dessus. Et elle me contacte. Au début, je me dis, est-ce que c'est un faux compte ou je sais pas. Du coup, je la googlise. Et finalement, non, c'est vraiment une éditrice. Et là, on a un rendez-vous, on parle. Genre, ça se passe super bien, c'est une femme très chouette, vraiment. Et du coup, elle me demande, est-ce que t'as déjà pensé à écrire un livre? Et moi, je lui dis non, parce que vraiment, ça m'est jamais venu à l'idée, vraiment. Et elle me dit, d'accord, si t'as envie d'écrire, ça serait sur quoi? Et je lui dis, ça serait sur l'amour, parce que pour moi, c'est central. Et en plus, j'avais des questionnements, j'avais des schémas qui se répétaient tout le temps. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Et du coup, c'est comme ça qu'est né ce livre, L'amour de nous-mêmes. Et du coup, c'est vraiment important de saluer ce travail de personnes qui veulent un monde meilleur, quoi. Et c'est tellement rare, parce que la plupart des gens envoient des manuscrits, on les répond pas. Et moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Et c'était fluide, c'était simple, c'était facile. Et il faudrait que ce soit
plus souvent comme ça. Voilà, du coup, merci à toutes ces personnes, toutes ces rencontres que j'ai faites qui ont été chouettes dans ma vie. Ouais. Voilà. Merci Erika. Est-ce que vous avez des questions à nos invités? Est-ce que la salle a des remarques ou des choses à partager? Moi, je veux bien dire une petite chose. Ah, pardon. Pardon. Ce que j'ai trouvé assez... je ne sais pas comment exactement le dire, donc ça va peut-être paraître un peu naïf, ma manière de le dire, mais dans vos 2 livres et dans ton podcast, ce que j'ai trouvé aussi très beau, c'est une forme en fait de délicatesse. C'est-à-dire que il y a un engagement, il y a un sujet qui est pris, qui est là, qui est développé. Il y a une affirmation de quelque chose, mais il y a quelque chose de la délicatesse qui me plaît vis-à-vis de l'humain, qui est de dire, ou plutôt qui n'est pas de dire aux personnes, vous n'avez rien compris à la société, la sexualité c'est pas ça, l'amour c'est pas ça, le désir c'est pas ça, mais qui est plutôt de dire, regardez les possibles. Regardez ce que d'autres vivent, pas pour dire c'est comme ça qu'il faut faire ou vous n'avez rien compris, etc. etc. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché, oui, d'une affirmation, mais qui est une forme d'engagement qui n'est pas... comment je dirais, qui n'est pas un rejet de l'autre en disant je suis comme ça et tu n'as rien compris. Je sais pas si je suis pas très clair. Je crois que c'est pas normatif du tout en tout cas. Oui, c'est une expérience aussi d'abord subjective et oui, c'est ça, et d'une forme de délicatesse du rapport à l'humain qui m'a beaucoup touché, que j'ai lu après avoir fait lu et écouté après avoir fait la nouvelle ronde, mais je pense que ça m'aurait nourri et ça me nourrit encore puisque le spectacle il avance encore, mais ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touché et intéressé cette chose-là. Voilà, pardon. Ce sont des voix d'aujourd'hui. Non, moi ça va être très court. C'est juste 2 questions. C'est la sexualité et la reproduction, puisque tu as dit que tu étais mère, donc ça m'intéresserait que tu parles là-dessus. Et puis la seconde question, je n'ai jamais entendu ce mot aromantisme, donc je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Donc merci de me définir un peu les choses. Alors, l'aromantisme, c'est le pendant romantique de la sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir ou peu d'attraction romantique. Donc moi, par exemple, je peux vous dire, j'ai 36 ans, j'ai jamais ressenti, jamais été amoureuse, jamais ressenti d'attraction, jamais ressenti de crush. C'est juste pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire émotionnel. Après, c'est quelque chose dont je parle pas mal dans mon livre post-romantique. Finalement, qu'est-ce que c'est que les attractions? Comment on les définit? Il y a quelque chose de très intime, en fait. Ce que moi, j'appelle attraction... je sais pas, amicale, peut-être que quelqu'un d'autre le lirait comme une attraction romantique, en fait, amoureuse. Finalement, ce sont des choses qui sont très, très intimes, et ce qu'on y met, on utilise les mots qu'on a en notre possession et qu'on arrive à définir. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée que pour ces personnes qui ne ressentent pas d'attraction romantique, qui le disent comme ça, mais c'est justement, tu parlais de délicatesse, moi j'ai surtout envie de dire de fluidité, c'est que les choses sont beaucoup plus fluides, souples, il y a très peu de frontières en fait entre tout ce qu'on ressent, que ce soit sexuel, que ce soit en termes d'amour. C'était une réponse un peu longue, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup de montrer qu'il y a les mots qu'on utilise, il y a ce qu'on ressent, mais que c'est tout à fait intime, et que quelqu'un d'autre que moi, ayant vécu moi je sais que souvent des gens m'ont dit, mais ce que tu me décris comme sentiment, pour moi c'est du sentiment amoureux. Et moi j'étais là genre, non, moi je vois pas la différence avec ce que je ressens pour mes amis, mes autres amis. Voilà, ça c'est une réponse un petit peu longue, j'espère qu'elle est un petit peu plus claire. Et en ce qui concerne mon enfant, la reproduction n'a rien à voir avec la sexualité un peu, mais pas grand-chose avec le sentiment amoureux. Sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup d'enfants qui seraient nés ces derniers centenaires, en fait, siècles. C'est quelque chose d'assez récent, en fait, de penser qu'on fait des enfants avec quelqu'un dont on est amoureuse, et c'est justement tout le sujet de mon livre, c'est que finalement le sentiment romantique, le sentiment amoureux, c'est une invention assez récente, et que dans le passé, c'était pas comme ça qu'on définissait les relations. C'était en tout cas pas le sentiment
sentiments. Il y avait beaucoup de moins de gens qui se définissaient amoureux, mais genre drastiquement moins de gens. La majorité des gens passaient toute leur vie sans ressentir un sentiment qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment amoureux. Et surtout, c'était pas quelque chose qui était vu comme central dans leur vie. Tout ça pour dire que on fait pas nécessairement des enfants en étant amoureux ou amoureuse. En revanche, c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait besoin de rapports sexuels. Et maintenant, c'est plus nécessaire grâce à l'invention des pipettes. Je vous parle même pas de la PMA, mais juste la pipette, déjà, ça suffit largement pour faire des enfants sans avoir de rapport pénétratif. Et c'est utilisé, là on en a pas mal parlé avec la PMA, mais en réalité depuis bien plus longtemps des amis s'entraident pour faire des amis pour faire des enfants sans rapport sexuel. Et au-delà de ça, c'est justement, on parlait un petit peu de faire famille, et j'en parle aussi dans mon livre, on peut faire famille de façon très différente, que ce soit via l'adoption notamment, que ce soit en étant en famille d'accueil, que ce soit juste avec tout ce qu'on appelle l'alloparentalité, donc les autres types de parentalité, par exemple en étant très proche de son neveu, de sa nièce, de son petit enfant, d'amis, enfin d'enfants d'amis, ou même d'adolescents ou d'adolescentes. Il y a plein d'autres façons de faire famille. Bon, j'ai choisi la version un peu classique qui était d'acheter du sperme et de demander à un médecin de le mettre dans mon utérus, mais il y en a plein d'autres façons de le faire. Là-bas, là-haut. Bonsoir. Alors je ne sais plus lequel d'entre vous avait parlé à un moment donné de jeu de pouvoir au niveau du sexe, comme si justement c'était un peu une représentation du pouvoir aujourd'hui dans la sexualité hétérosexuelle. Il y avait un peu ce truc-là chez les hommes, justement. Et en fait, je voulais savoir si c'était pas un peu utopique de vouloir justement retirer ces jeux de pouvoir en se disant que comme depuis que, enfin, dans toutes les espèces, il y a cette espèce de jeu de pouvoir dans la planète. Il y a ces jeux de pouvoir. Et donc, je voulais savoir si c'était de le retirer complètement de la sphère sexuelle, si c'était pas un peu utopique. Je suis pas zoologiste, mais j'ai pas l'impression qu'il y a nécessairement de jeu de pouvoir dans les rapports sexuels. Enfin, déjà, comparer les rapports sexuels animaux. Non, pas forcément dans la sexualité animale, je parlais il y a du pouvoir dans toutes les espèces, et donc je voulais savoir si justement dans la sexualité, vouloir complètement retirer les jeux de pouvoir, justement, est-ce que c'était pas utopique ? Oui, alors déjà je pense qu'on est quand même de loin l'espèce ou la race qui a le plus de jeux de pouvoir de toute notre planète. C'est vrai qu'on en parlait et ça a été prouvé. Enfin, je veux dire, on sait très bien que le viol, c'est pas une question de sexualité, une question de désir ou d'attraction. C'est purement une question de pouvoir. On en a encore reparlé avec le conflit en Israël et en Palestine. L'objectif, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est en repensant la sexualité. C'est pas juste que nos pratiques sexuelles au lit soient différentes, c'est que toutes nos relations humaines, du coup, soient différentes. La sexualité, elle est en continuité avec les dynamiques de pouvoir. Si des personnes se disent pas attirées par des personnes grosses et noires, par exemple, c'est pas parce que c'est quelque chose en elles, c'est parce que la société est grossophobe et raciste. Et donc, du coup, tout ça, ça va main dans la main. En fait, si les pratiques sexuelles dans un monde futur incroyable arrivent à être, on arrive à les dénuer de jeux de pouvoir, en tout cas du jeu de pouvoir non consentis qui n'ont pas lieu dans des situations volontaires. Bah, ça voudrait dire que la société, en fait, se sera débarrassée de tout ça. Tout ça, il faut travailler tous les maillons, en fait, de la société pour arriver à se débarrasser de violence. Enfin, je sais pas, je vous laisse parler. Je crois que vous parliez vraiment plutôt du jeu de dominant-dominé dans la sexualité ou de manière plus globale ? C'est plus global. C'est plus global ? Du coup, dominant-dominé, c'était toi Martin qui pourra très bien en parler aussi.
Non, juste rebondir sur le mot utopique que vous avez employé. C'est chouette en fait. Utopique, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Ça veut dire que c'est justement en train de se réaliser. On a connu dans l'histoire beaucoup de choses qui ont été à une époque utopique et qui, par les luttes, par les combats collectifs, par les efforts et les pensées des communautés et tout ça, ont fini par se réaliser. Il y a de la libération parfois. Donc on est une espèce humaine, une espèce animale qui est capable d'évolution. Donc l'idée que les choses ont toujours été telles qu'elles sont, c'est une vue de l'esprit, et c'est par nos luttes individuelles et collectives qu'on va changer ce qu'est l'humanité. J'espère effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour qu'on continue à changer cette espèce animale si particulière. Une autre question? Je voudrais parler par rapport au Black Love. Pour une personne comme moi qui suis hétéro, comment vous pouvez me faire, du moins, accepter, je ne dis pas que je suis homophobe, hein, ne voyez pas ça, mais pour une noire comme moi, puisque dans la culture noire, l'homosexualité n'est pas acceptée. Pour pouvoir lire votre livre, qu'est-ce qui pourra me donner l'envie de lire votre livre et de le faire connaître aux personnes comme moi, pour pouvoir, du moins, abolir cette façon d'être homophobe? Allez, bonsoir. Merci déjà pour ta question. Déjà, c'est une fiction. Et je sais que moi, ayant grandi une petite partie de ma vie au Cameroun, je me souviens que je regardais des séries comme Beverly Hills, Navarro, Hélène et les garçons. Je regardais des films avec des personnes blanches déjà. Et j'arrivais à m'identifier à leur vécu, à leur... je ne m'identifiais pas, mais je regardais, quoi. Et plus tard, quand je regardais Harry Potter au cinéma, je me disais, ah, super, un sorcier, tu vois. Donc, vu que c'est une fiction, je pense qu'on peut plus facilement s'identifier à des émotions, vu que tu as déjà été amoureuse, j'imagine, ou pas. Peut-être que tu es asexuelle, je sais pas, ou romantique, pardon. Mais du coup, c'est possible de s'identifier quand on parle de fiction, parce que on parle d'émotions, on parle de vie, d'histoires de personnes qui nous ressemblent ou pas. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait... en fait, c'est aussi un mythe de penser que l'homosexualité, du moins, c'est quelque chose de... C'est venu avec la colonisation aussi. Je ne dis pas que en Afrique subsaharienne, en fait, c'était la joie non plus, que c'était super. Mais je me souviens qu'on a retrouvé, juste en Égypte, un couple d'hommes ensemble dans leur tombe. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Par exemple, en Angola, il y a Titika, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une femme trans, super connue, super célèbre. Au Cameroun, il y avait Shakiro. Bon, c'est vrai qu'après, elle s'est fait emprisonner, hein, parce que voilà, c'est quand même interdit. Mais, en fait, je suis partie au Cameroun en 2021, fin 2021, et je suis allée dans une boîte où il y avait plein de gays. Donc, en fait, tout ça existe. Et d'ailleurs, une amie m'a dit « Ah, j'ai envoyé ton livre à des potes au Cameroun. » Donc là, maintenant, est-ce qu'en fait, on a envie? Est-ce qu'on a juste envie de se dire que c'est que chez les Blancs? Ou pas? On peut aussi avoir envie de ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le sens où moi, je peux pas... le livre n'a pas pour vertu de convaincre des gens. Il y a des histoires, il y a des vies, il y a des parcours. On existe, quoi qu'on en dise, tu vois. Et plus récemment... J'ai regardé sur Netflix Bayard Rustin. Est-ce que tu sais c'est qui Bayard Rustin? Bayard Rustin, c'est grâce à lui qu'il y a eu la marche
pour les civil rights aux États-Unis et pour après pour qu'il y ait moins de racisme et contre les trucs par rapport à la religion et le sexisme. Et il était gay et on a effacé son histoire durant tout ce temps. Moi, j'ai appris cette année qu'il était. C'est pas normal, tu vois. Donc on existe, on fait des choses. Et si on fait des choses, c'est aussi pour nous. Parce que ce livre, il parle de moi, mais il parle aussi de toi. Ça parle du vécu de cette personne qui a grandi au Cameroun. Voilà, du coup, c'est pas grave si certaines personnes ne sont pas prêtes. Elles seront peut-être prêtes quand leurs enfants feront leur coming out, par exemple. Et ça sera OK, dans tous les cas, ça sera OK. Et ça va aller. Ouais. C'est-à-dire que peut-être pour défendre son livre, c'est compliqué de l'intérieur de défendre ton propre livre. Pourquoi on aurait envie de le lire, mais en tout cas, je pense que peut-être que le livre, si j'espère que vous allez le lire, c'est pas pour vous changer ou changer votre regard, mais c'est peut-être juste de voir le parcours d'une femme, en tout cas d'une personne qui vit ça de l'intérieur, qui le vit intimement et qui existe dans notre société et qui ne cherche pas à vous changer vous en fait, mais peut-être à accepter tout simplement, à se dire oui, c'est possible. Et ça ne vous empêche pas, vous, d'être à l'endroit où vous êtes, dans le parcours dans lequel vous êtes, amoureux, sexuel, personnel, social, voilà. Moi, c'est ce que j'ai trouvé beau dans leur projet, voilà, c'est qu'il n'y a pas de leçons à donner, mais il y a par contre des choses à prendre qui sont belles, qui sont des morceaux d'humanité à venir récupérer. Voilà. Merci. Alors moi j'ai une petite remarque en écho à ce qui a été dit, notamment sur la pénétration, par rapport au fantasme qu'on vous a partagé avec Daniela en début de conférence. On a donc fait un recueil autour de nous de fantasmes anonymes, avec l'aide aussi du relais de la Maison des Métallos, que ça s'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux. Et quand on les répétait, je réalisais qu'il y en avait beaucoup qui tournaient autour de la pénétration. Du moins, ce mot pénétrer revenait souvent quand on les répétait ensemble. C'est quelques-uns qu'on a extraits pour vous dire. Et c'est pas uniquement parce qu'ils parlent de pénétration que vous avez entendu, parce que ce ne serait pas majoritaire dans les fantasmes qu'on a reçus, ce ne serait pas non plus nos préférés, c'est juste parce que c'était les plus courts. Et que c'était donc plus simple pour nous ce soir, parce qu'on a eu très peu de temps pour les préparer, et puis on ne voulait pas faire des grands monologues et vraiment partager des choses très courtes. Et qu'en fait, on en a reçu beaucoup qui ne tournent pas autour de la pénétration et qui sont très détaillés, très riches, qui font plusieurs lignes. On voulait vous les présenter dans une installation sonore qu'on n'a finalement pas pu faire ce soir pour diverses raisons, mais on va essayer de la mettre en ligne au moins, lue par Nicolas Hugues et Isaline Maillet, qui sont en résidence en même temps que nous à la Maison des Métallos. Et en fait, tous ces fantasmes-là qui sont très riches ne tournent pas autour de la pénétration ou veulent développer des pénétrations hétérosexuelles différentes, notamment pénétrer des hommes, et que c'est vrai que j'y pensais dedans, dès que la pénétration était lâchée, ça ouvrait une porte d'imaginaire assez fascinante, et en tout cas qui a été très belle pour nous à voir avec Daniela et à recevoir quand on a inspecté ce qu'on avait recueilli. Voilà. Ouais, merci Martin, j'espère qu'on pourra du coup entendre bientôt tous ces fantasmes. On aurait pu parler de fantasmes aussi, de polyamour, on n'en a pas tellement parlé de libertinage. Si vous allez voir la pièce de Johanny vendredi et samedi, vous verrez à nouveau tout ça, beaucoup d'imaginaire et de possibilités. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués par le titre « Nouvelle sexualité ». On a eu quelques petits mots. C'est vrai que je crois que quand on a imaginé ces différents rendez-vous avec la Maison des Métallos, il y avait un petit clin d'œil au titre « La Nouvelle Ronde », et qui nouvelle est entre parenthèses. Et il y avait cette petite insolence
ou ironie que j'aime bien développer dans les spectacles, de se dire, est-ce que vraiment ce sont de nouvelles sexualités? En fait, tout l'enjeu, pour moi, il est un petit peu là. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Oui, évidemment qu'on s'amuse un peu avec ce rapport-là. J'ai pas les compétences pour faire quelque chose d'historique, mais en tout cas, on le sait, ce qui est peut-être... Et là, moi, je trouve un peu positif, c'est-à-dire que moi, par exemple, depuis que je suis ado, je viens d'une petite ville d'Auvergne. J'ai vu quand même comment en moi les choses évidemment évoluaient, mais j'ai vu aussi beaucoup autour de moi comment la société, par petites touches, on est bien d'accord, hein, commençait à pouvoir parler de désirs, de différents désirs, de qu'est-ce que c'est le hors norme, même si moi ça me choque toujours quand on est obligé de parler de hors norme, de rappeler qu'il y a une norme et qu'il y a du coup du hors norme, mais on est obligé, comme tu le disais tout à l'heure Erika, de le dire. Effectivement, on parlait des maisons d'édition, on parle des podcasts qui par exemple nourrissent aussi beaucoup la réflexion des jeunes gens, mais pas que, mais beaucoup. Et donc moi j'ai vu ces toutes petites choses comme ça évoluer. Je crois qu'elles continuent. Nous, on tourne beaucoup en ce moment un spectacle dans les lycées qui parle d'avortement et on fait systématiquement après une rencontre avec les ados et je peux vous dire que souvent ça me fait du bien d'entendre des jeunes, donc on commence nous à la 3e en général sur ce spectacle jusqu'à la terminale, ils parlent beaucoup de sexualité, de consentement, d'asexualité, je veux dire, même si je veux dire, dans la classe, il y en a un qui dit oui, moi je suis scoliosexuel, et quelqu'un qui dit oui, la semaine dernière t'étais je sais pas quoi, t'étais romantique. Bon, évidemment, ils jouent avec tous ces trucs-là, mais c'est des ados, c'est normal. Je veux dire, ils sont en construction, donc ils sont aussi en affirmation de certaines choses. Mais on le voit à quel point, en fait, cette génération-là fait shaker avec tous ces codes et est en capacité aussi de construire des nouvelles choses. Alors, on dit nouvelle sexualité, j'en sais rien, nouveau désir, nouveau amour, nouveau ami-mour, tout ça, etc. Mais je veux dire, moi, il y a quelque chose qui me réconforte. Et pourtant, on arrive avec un sujet qui est l'avortement, qui est pas simple à discuter face à des adolescents et adolescentes. Mais forcément, comme ce sujet parle d'une histoire d'amour au départ et englobe finalement plusieurs sujets, les débats vont de Simone Veil en Amérique, l'avortement, comment ça se passe. Enfin voilà, ça englobe beaucoup de choses. Et je vois quand même cette avancée. Tu parlais tout à l'heure d'utopie pour un autre sujet, mais je vois cette avancée. Donc j'essaie par moment, avec quand même un fond assez pessimiste d'artiste, mais j'essaie d'entendre me raccrocher à des choses concrètes et de me dire que quand même, par toutes ces personnes, et notamment qui sont là ce soir, les mentalités évoluent, peut-être le respect petit à petit pour l'autre évolue, même s'il y a un combat énorme à faire, même s'il y a encore énormément de discrimination, énormément de violence, mais j'ai le petit espoir que petit à petit ça évolue quand même, j'ai l'impression, il me semble. Par rapport à ce qu'il disait Giovanni, moi j'ai juste une peur. Je ne dis pas que je n'ai pas de raison, hein, c'est seulement une peur, que par rapport à ce que je vois autour de moi, en Italie en particulier, mais aussi en Argentine et en France aussi, tout ce qui se passe, je ne sais pas si ça évolue, mais ça dissocie. En fait, je vois vraiment presque deux mondes différents qui s'affrontent et ça me fait très très peur tout ça. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Oui, c'est sûr qu'il y a, pour reprendre l'exemple dans les lycées, là, avant, une personne queer ou une personne, etc., était stigmatisée, était mise sur le côté, donc il y avait un groupe par rapport à un individu. Là, ça s'inverse. Mais du coup, la personne qui est, enfin je dirais, j'en sais rien, qui ne comprend pas ce que pourrait être une personne queer ou qui ne comprend pas ce que c'est une personne asexuelle, etc., du coup peut être un peu mis de côté et du coup se sent rejeté et du coup presque radicalise sa pensée. Sans être maladroit avec le mot radicaliser, mais radicaliser sa pensée est beaucoup plus ferme en fait. Et donc, nous, à notre petite échelle, on se rend compte qu'on a un énorme travail, par exemple, à faire pour arriver
apaiser cette chose-là, à essayer d'ouvrir petit à petit l'esprit, la discussion, etc. Parce qu'effectivement, en tout cas chez les ados, ça devient des fois plus ferme. Donc allez voir la pièce de Joanie qui justement bien les aspects, mais ça va. Je vais juste rajouter quelque chose, et moi aussi je partage ton inquiétude, parce qu'on voit que le fascisme avance à grands pas. J'avais vu un documentaire sur Netflix qui parlait des personnes trans durant, je sais plus comment ça s'appelle le documentaire, j'ai pas eu le temps de finir parce que c'était intense. Et moi je savais pas, mais déjà à Berlin, en Allemagne, en fait, les réassignations de genre étaient super avancées. Les premières chirurgies de réassignation, c'était avant que Hitler prenne le temps de pouvoir, tout ça. Et la communauté queer, c'était impressionnant ce qui se passait à cette époque-là. Et ce que je pense, c'est que en fait, tout peut toujours changer, tout peut toujours basculer. On n'est jamais à l'abri de rien, et c'est pour ça que c'est important qu'on continue d'écrire, qu'on continue d'être là, et qu'on continue de parler de ce qu'on fait, et qu'on imagine des mots, des termes, des mondes, des univers, par de la fiction, par des essais, par des podcasts, parce que oui, en fait, nos existences sont précaires. Aujourd'hui, je suis ici, mais c'est parce que j'ai fait des rencontres dans ma vie, et j'aurais pu ne pas être là, comme beaucoup d'entre nous, sans doute, dans cette pièce. Je vais me permettre une petite note d'optimisme et de positivité. Dans mon livre... C'était optimiste, hein. Ce que j'ai dit. Non, mais je veux dire, oui, c'est effrayant, oui, la montée du fascisme, oui, on peut perdre tous nos droits du jour au lendemain. Et en fait, dans mon dernier livre, donc Libéré de la masculinité, j'évoque en fait ce mécanisme qui est très, très connu et documenté, du backlash, c'est-à-dire qu'on gagne des droits et les personnes... on gagne à peine des droits, que les personnes commencent à flipper qu'on puisse en gagner plus et du coup atteindre l'égalité, et que du coup on a un retour réactionnaire. C'est ce qu'on a connu vraiment à chaque étape, hein. Hitler en est un exemple, les années 80 avec Reagan, etc., c'est aussi un exemple. Sauf que là, à l'heure actuelle, on allait plus loin qu'on n'est jamais allé. Et si on prend le siècle dernier, à chaque fois qu'il y a eu un backlash, eh ben on est quand même revenu, et on est quand même revenu plus fort, et on a quand même continué à avancer jusqu'au prochain backlash. Et là, on allait à un point en fait qui est juste absolument incroyable, parce que quand est-ce que dans l'histoire les personnes LGBT pouvaient se marier, pouvaient avoir des enfants légalement, quand est-ce que c'était mal vu d'être homophobe, raciste, etc. Enfin, on est à un point inédit dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est aussi, je trouve, assez rassurant, même si je suis comme tout le monde, hein, je suis hyper flippée, notamment parce ce qui se passe en Italie. Et n'empêche, ce matin même, je voyais qu'il y avait des manifestations féministes à l'heure actuelle en Italie, pays qui n'avait jamais vraiment été très, très actif, et que du coup, il y avait un réveil féministe à l'heure actuelle. On voit aussi qu'aux États-Unis, finalement, Trump, bon, il va peut-être revenir, mais en attendant... il a fait moins de dommages, je trouve, que ce qu'on pensait quand il était au pouvoir, parce que les structures démocratiques, parce que les gens se sont mobilisés, etc. Et donc on voit effectivement, hein, tous les ans, il y a un nouveau pays qui tombe dans le début du fascisme, et en fait, on arrive quand même par la mobilisation à faire en sorte qu'on n'y tombe pas réellement. Et donc moi, je garde un petit peu d'optimisme, parce que je ne crois pas que justement que la génération dont tu parlais et la génération que moi je vois qui vient m'écrire et qui à 14 ans se disent déjà asexuels, qui déjà ont compris non-binaires, qui ont déjà tous ces outils en fait, et qui sont nés avec et qui ont grandi avec cette ouverture d'esprit. Oui, il y en a qui sont perdus. Oui, il y a une montée du masculinisme maintenant chez les adolescents. Mais à côté de ça, il y a toute une génération pour qui ça c'est la norme en fait. En parlant de norme, juste être libre, s'écouter, c'est la norme. Alors on n'est pas encore dans l'utopie dont on rêve tous, mais on a toute une génération de personnes en fait qui est pas prêt à faire un retour en arrière. Enfin, je veux dire, on n'arrivera jamais à faire en sorte que les personnes LGBTQ+ retournent dans le placard. Ça n'arrivera pas. Juste, il n'y a pas moyen en fait. Et donc je pense que je garde l'optimisme quand je regarde jusqu'où on est arrivé et à quelle rapidité on est arrivé là où on est arrivé. Juste revenir sur un truc. Dans certaines populations, par exemple en Égypte antique, il y a des gens qui pouvaient être en couple en étant dans le même genre. En Amérique, chez les natifs
américain, je veux dire, dans plein de populations. Et il faut aussi rappeler qu'encore aujourd'hui, il y a d'autres populations. Bah, moi, je peux aller au Cameroun, mais quand je vais au Cameroun, c'est compliqué, quoi. Et l'Europe est ce qu'elle est, mais il y a plein d'inégalités, quoi. Et c'est pas... Je suis d'accord avec toi que c'est super, tu vois, ce qui se passe, mais il y a aussi moi, quand je vois Marion Maréchal Le Pen parler et dire qu'elle veut enfermer des personnes, un fichier S, moi, en tant que personne immigrée, parce que j'ai toujours pas les papiers français, en fait, je flippe ma race. Et c'est une réalité. Si jamais ça tente ou je sais pas, si ça tente ou je sais pas, ça va être compliqué. Et du coup, je pense que je suis positive, parce que si je n'étais pas positive, je ne serais pas là, je ne serais pas en train d'écrire des livres. Mais il y a aussi un truc qui est quand même très inquiétant, je trouve. Mais attends, je dis ça, moi je m'accroche à cet optimisme, à ce qu'on essaye, nous les Blancs, de réparer ce que nos ancêtres ont fait avec leur colonialisme qui a tout cassé, toutes les belles choses qu'il y avait ailleurs. Mais je suis aussi, moi, mon grand-père était juif, résistant, et c'est vrai que j'ai ça fait partie de mon identité, en fait, de savoir qu'à tout moment, alors pas par ma judaïté inexistante, enfin je sais pas à quel moment ils se décideront si c'est les carterons, ça fonctionne toujours ou pas, mais j'ai grandi avec cette idée que je pouvais être exterminée à n'importe quel moment en tant que minorité, et en même temps aussi que on se bat, et enfin moi j'ai vraiment le truc de la résistance en moi, ça fait partie de mon histoire familiale, et du coup je préfère regarder le côté résistance que le côté Shoah, mais les deux sont des réalités, quoi. C'est, je pense, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Merci pour vos travaux, vos réflexions, vos livres et vos idées pour ce monde. Mais il y a encore une question peut-être. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Giovanni, quand il parle de la présentation qu'il fait dans les écoles, parce que je trouve qu'aujourd'hui, moi je suis italienne, donc j'ai un rapport à la sexualité qui origine dans une culture patriarcale notamment. Et j'ai remarqué depuis que je suis en France qu'il y a beaucoup de mots et de définitions autour de la sexualité, le romanticisme et tout ça, et que moi personnellement elles m'ont aidé pour essayer de me détacher de cette grand patriarcat que c'est l'Italie et qu'elle est encore, malgré on est en 2023 dans beaucoup de coins en Italie. Donc je trouve que garder un côté positif, déjà être là et faire cette conférence, être ici et pouvoir en parler, c'est énorme, parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont quand même des mots et des définitions, et ce que vous dites, la dame avec le pull vert, désolée, je ne me rappelle plus. Mais vous parlez... Je suis pas dame, je suis non-binaire. Ouais, voilà. Mais non, mais en fait, on parle des définitions, mais vous avez dit un mot important pour moi qui m'a touchée quand vous avez partagé, j'avais peur d'être cassée. Et donc, c'est important aujourd'hui pour les générations qui vont venir de créer des nouveaux repères et de leur donner des définitions, parce qu'on se plaint tout le temps en disant il ne faut pas se définir et tout ça, mais sans les définitions c'est compliqué d'avoir, je veux dire, ça nous sert aussi. Donc du moment que vous avez compris qu'il y avait asexuel, vous vous êtes dit waouh, je peux peut-être éviter d'aller chez le psy. Je ne sais pas, un truc comme ça, non? Ensemble, hein. Non, vous étiez ensemble. Non, mais c'est justement ça. Donc, je pense que là, il y a une grande richesse. Donc, il y a, après toute la partie politique, facho et tout ça, là, on est plein dedans. Et voilà, c'est comme ça. Peut-être on pourrait faire quelque chose, mais dans un autre endroit, pas ici, je crois. Je dois rappeler les prochains rendez-vous. Demain, pour l'arpentage, je ne sais pas s'il reste des places. Si, je crois qu'il en reste un peu. Il en reste un peu. Demain soir, la soirée avec arpentage, vous regarderez sur le programme et tout ça. Et ensuite, jeudi, le processus joue dans des lycées autour et joue le soir, mais ça c'est complet, je crois, jeudi soir. Par contre, le processus, il y a une séance supplémentaire à 19h30
18h30, merci Olivier. 19h30, là par contre il reste des places pour le processus. Ensuite il y a la nouvelle ronde ici. Il ne reste pas de place mais on trouvera un petit coin. Et puis samedi, de nouveau la nouvelle ronde. Et pareil, on mettra un petit coin si vous voulez venir. Et ensuite, il y a une soirée là-haut avec un concert et des performances lecture sur des coups de foudre. Donc si vous voulez aussi nous partager vos coups de foudre, c'est encore possible, de manière anonyme. Nous les lirons avec les actrices et acteurs des deux spectacles. Donc coup de foudre et fantasme, ou les deux. Ouais, c'est ça. Coup de foudre et fantasme. C'est la soirée Psyché, ça s'appelle. Concert érotico-romantique. Par là-bas. Merci à tous d'être venus. Merci encore à vous trois et à Joanie.